Partout en France, les agriculteurs font face à 2 défis majeurs. Le premier, c'est l'essoufflement. Dans les 10 prochaines années, plus de la moitié des exploitants seront en âge de partir à la retraite. Comment donner l'envie aux jeunes de choisir ce beau métier ? Le second défi, c'est la sécurité alimentaire. Face à l'urgence climatique et aux incertitudes grandissantes, produire sans détruire devient vital. Comment préserver l'eau, la terre, l'air, pour que nos enfants puissent à leur tour en récolter les fruits ? Aujourd'hui, l'agriculture est bien plus qu'un métier, c'est un choix de société. Dans l'Eure, des fermes creusent déjà le sillon d'une agriculture d'avenir. Au Bec Thomas, au cœur du pays du Roumois, Joris innove chaque jour, chaque saison. Installé sur la ferme familiale depuis 4 ans, il cultive des équilibres fragiles et réinvente sa façon d'être agriculteur. J'ai 32 ans, marié, j'ai une petite fille et en fait j'ai fait mes études toujours dans l'agricole. J'ai fait un BTS Axe, donc c'est la gestion des exploitations, donc tout ce qui est compta, juridique, etc. à Rennes. Ensuite j'ai fait une licence pro agriculture biologique à Angers. J'ai fait 6 mois comme conseiller agricole. En fait je me suis rendu compte que j'aimais bien l'agricole mais dehors, pas dans les bureaux. Du coup, je suis reparti en Bretagne faire du remplacement de ferme. En fait, c'est des agriculteurs, donc en général, c'est des éleveurs qui partent en vacances ou quand ils sont en congé maladie ou en congé maternité. Je les remplace. Donc j'ai pu faire une 50aine de fermes. Mais ce que j'avais remarqué, c'est que les fermes qui étaient en bio, les gars étaient beaucoup plus cool. C'était vraiment plus zen et on prenait plus le temps qu'en système conventionnel. C'était un peu à fond les ballons et c'est vrai que ça m'avait marqué à l'époque. Alors aujourd'hui on est le 26 mars et comme depuis le mois d'octobre il pleut. Donc là il n'a pas plu pendant 3-4 jours, on a pu travailler pour le lin, pour semer le lin, mais là tout est arrêté parce qu'il pleut. On va voir les animaux pour voir s'il y a eu des naissances dans la nuit, malgré qu'on ait une caméra pour surveiller, pour éviter de se lever pour rien la nuit. On fait le tour, on regarde si tout le monde va bien. S'il y a des veaux, on les met à part avec leur maman pour qu'elles s'en occupent. On surveille, c'est l'observation. On passe peut-être un peu plus de temps à cette période-là à surveiller, mais on surveille un peu les mains dans les poches, quoi. Allez, go. Voilà. Vas-y, va voir ton veau. Voilà. C'est bon. C'est bon. C'est son premier veau, donc elle s'en occupe pas forcément beaucoup au début. Ça ira mieux après. J'ai 80 naissances par an. Il peut y avoir des risques à la naissance, c'est que le veau soit trop gros. Du coup, on fait appel au vétérinaire. Donc lui, dans ces cas-là, il fait une césarienne. Donc il endort la vache localement, on sort le veau et puis on recoue. Vas-y ma mère. Là ça va aller parce qu'il est au sec et puis elle est avec. On va voir comment elle s'en occupe. Et à la traite on va voir si le veau a tété quoi. S'il n'a pas tété, on lui donnera un biberon. Donc on va lui donner 2,5 litres de lait. Ce qui m'intéresse, c'est être dehors. Je suis un peu mon patron aussi, c'est intéressant. L'agriculture a beaucoup de défis à relever et c'est vraiment fou la diversité de production, la diversité de faire et qui est plus ou moins d'impact sur l'environnement. Et aussi, nous ce qu'on recherche à faire c'est maximiser le revenu avec un minimum de temps de travail. C'est pour ça que mon père est passé en herbe, puis après en bio et en fait ça se retrouve actuellement où au niveau des cultures, on arrive à, et même en élevage, à réduire un peu le temps de travail. Lors d'un été pluvieux, au moindre petit rayon de soleil,
les agriculteurs sautent dans leurs tracteurs pour aller travailler au champ. On moissonne les blés, on récolte l'orge. Le lin, lui, met 100 jours à pousser. Cette plante aux 1000 vertus fait la fierté des agriculteurs de la région. Car si la France est le premier producteur de lin au monde, c'est bien la Normandie qui fournit à elle seule 60% de la production du pays. Les étapes de culture, donc on le sème, donc nous on la semet fin avril, le lin. On le laisse pousser jusque vers la mi-juillet où il est arraché. On attend qu'il pleuve dessus et qu'il y ait un peu de soleil pour le rouissage. C'est l'action des bactéries et des champignons qui séparent la tige de la fibre, ce qui nous permet après d'avoir une fibre séparée de la tige. Donc on le soulève et on le retourne. Donc on soulève, c'est pour le sortir des mauvaises herbes, parce qu'on ne veut pas utiliser le glyphosate. Et derrière, on le retourne pour que le rouissage soit homogène. C'est comme une crêpe qu'on fait cuire. On la soulève un peu pour la décoller et on la retourne pour homogénéiser tout ça. Et ça permet de faire des billets de dollars pour Trump. Parce qu'il y a du lin dans les billets de dollars. Cette saison, c'est la moisson. C'est bien parce que c'est la conclusion d'une année de culture. Ça permet de voir le fruit du travail de l'année. Voir aussi la récolte du foin, parce qu'il fait beau. Sentir l'odeur du foin quand on enroule pour faire les balles de foin. Après l'été c'est un peu plus cool je trouve parce que il y a juste la traite à faire. Et en journée on a les cultures à faire, en général ça se passe bien. Les journées sont plus longues aussi, le soleil est plus long donc on est un peu plus motivé que l'hiver. Et puis travailler dehors c'est toujours agréable quoi. Les dernières récoltes de l'année sont terminées. Malgré la pluie quasi continue, la terre a été généreuse. Pour lui rendre l'appareil, Joris mise sur 2 alliés de poids, les couverts végétaux et les vaches. Pendant l'automne, des plantes soigneusement sélectionnées viennent tapisser les champs. Avec leurs racines bien ancrées dans le sol, elles maintiennent la terre en place et fixent les nitrates pour éviter qu'ils ne s'échappent. Et comme rien ne se perd, les vaches viennent pâturer ces plantes, les digérer et rendre sa fertilité à la terre. Je regarde la racine, la longueur, la hauteur. Je regarde si toutes mes plantes que j'ai semées ont poussé. Donc là, je mets de la moutarde. Donc c'est une plante qui pousse vite. Et je mets du colza fourragé aussi. Parce que lui, il repousse. La moutarde, elle ne repousse pas. Comme ça, je peux pâturer à l'automne et puis avec lui l'hiver. Je refais un passage ou 2. Et l'intérêt, c'est que comme les hivers sont de plus en plus doux, le colza continue à pousser, donc capte les éléments nutritifs pour les vaches. Au lieu que ça soit perdu dans les nappes phréatiques, ça reste au niveau du sol, donc les vaches le mangent. Et ça me permet d'avoir un sol couvert toute l'année. Parce qu'ici, on a moissonné au mois de fin juillet. Et le lin va être semé au mois d'avril. Donc en fait, il y a 8 ou 9 mois où il n'y a pas de plantes. Enfin, on peut ne rien mettre par exemple, mais nous on préfère mettre des couverts. Comme ça, on fait du blé pour l'homme, le lin pour les habits et un couvert pour les vaches. Donc en fait, je fais du blé, du lin et entre-temps, je fais du lait. Et ça permet aussi de diversifier l'alimentation des vaches. Comme ça, elles mangent pas que de l'herbe, pas que du trèfle, elles mangent de la moutarde, du colza de temps en temps, et on refait un tour, quoi. Comme ça, il n'y a rien de perdu. Et puis avoir un peu de vert, c'est plus sympa que voir du marron, niveau visuel. On a ramassé les pommes la semaine dernière, on a tout mis dans la benne, et puis là, en fait, les pommes sont broyées. Et elles sont mises dans les toiles de jute et après c'est pressé. Il y a 3 ou 4 personnes, quoi, ça dépend. Donc il y a ceux qui chargent les pommes, il y a ceux qui mettent bien les pommes, le broyer de pommes sur les petites clayettes. Après c'est pressé. Et enfin après une fois que c'est pressé, donc ce qui sort c'est du marc, comme le marc de café, quoi. Et nous on donne ça aux vaches. Donc là, une semaine, elles vont manger de l'herbe, de la pomme et puis de la moutarde. On fait un peu de site pour nous. C'est un plaisir, quoi.
Des journées courtes, de longues nuits, l'hiver est là et la nature somnole. Avec le changement climatique, nos hivers normands sont de plus en plus doux. Tout au long de l'année, les savoir-faire acquis par des générations d'agriculteurs eurois se heurtent à des épisodes de sécheresse, de canicule ou de fortes pluies de plus en plus fréquents et intenses. Les rendements sont plus aléatoires, les itinéraires techniques de culture doivent être modifiés. L'hiver est le temps des questions. Comment se former et innover pour s'adapter à cette nouvelle donne ? C'est trop bien qu'on ait le droit de faire ça. Quand t'es petit, non, déroule pas la boule, t'as pas le droit, mais là, on fait ce qu'on veut. Je remets dans le bon sens. Cette parcelle d'herbe ici, on la fauche au printemps, parce qu'au printemps il y a un excès d'herbe, parce qu'en bas l'herbe pousse plus qu'en haut. Et ça permet d'amener de la fertilité en haut, tout en nourrissant nos bêtes. Ici. Alors pourquoi cette parcelle en particulier ? Déjà c'est en pente, donc pour dérouler les boules c'est plus facile. Et il y a des haies partout. Peu importe dans quel sens est le vent, les vaches sont protégées. Il y a même un endroit, il y a une cuvette, donc là elles sont vraiment protégées du vent, de la pluie. Et en plus avoir des bêtes dehors, c'est quand même mieux. Je trouve qu'elles sont mieux ici que sur du béton. Et cette technique, c'est une technique américaine. Donc ça s'appelle le bale grazing, donc du pâturage de balle ronde. En québécois ils disent pâturage de balle ronde. Il y a un peu de perte certes, mais déjà je consomme moins de fuel, j'ai moins de temps de travail. Autre chose c'est que j'ai pas besoin de sortir du fumier. Le fumier il est pendu tout seul. Et une vache est bien entre moins 5 et 15 degrés. Parce que en fait leur digestion fait de la chaleur. Donc en fait elles sont même mieux l'hiver que l'été maintenant. Allez, dernière boule de l'année. Si elle veut bien se dérouler. Donc ça fait déjà 5 ans qu'on fait ça ici et c'est vrai qu'on sent que l'herbe est beaucoup plus verte, même l'hiver, l'herbe est plus verte là. Avant c'était séchant, de la vieille fétuque, les vaches avaient du mal à en manger et maintenant que c'est fertile, il y a un peu plus de raigras et ça pousse mieux quoi. Alors l'hiver, déjà on ne traite plus, on arrête de traire, parce qu'on arrête de traire vers Noël et on reprend vers 1er mars. Maintenant les animaux sont la plupart du temps rentrés, sauf un lot de 25-30 animaux qui sont dehors. Et après en cette saison, donc on fait de la réparation, on entretient le matériel, on coupe les haies, on entretient les pommiers, puis on fait pas mal de formations. J'ai une journée ou 2 par semaine à peu près de formation. On en profite pour faire l'administratif. Et nous, la particularité, donc en fait les vaches pendant 10 mois elles produisent du lait et pendant 2 mois elles sont taries. Et nous, au lieu de faire du vélage toute l'année où il y a toujours un petit peu de vaches qui vèlent, tout le monde vèle au même moment, au printemps. Ce qui nous permet d'avoir 1 mois et demi, 2 mois de creux où on ne traite pas. En fait, toutes les vaches sont arrêtées au même moment, puis elles reprennent toutes au même moment. Nous, ça permet de faire une pause. Et aussi comme ça, on a une gestion de troupeau, quoi. On fait pas tout le monde est au même stade, donc du coup c'est plus simple. L'hiver, là, tout le monde est au foin. Et au printemps, tout le monde est à l'herbe jusqu'à Noël, quoi. On n'est même pas une centaine sur 1000 fermes, plus de 1000 fermes. On n'est même pas 100 quoi, à faire ça. Et comme les journées sont plus courtes, il y a moins de soleil, il se lève plus tard et il se couche plus tôt, en fait nous on suit un peu le soleil, quoi. On se lève quand il est là et puis on rentre chez nous quand il est plus là, quoi. Le changement climatique, oui, on le voit un peu tous les jours. Les hivers sont un peu plus doux, plus humides. Donc là on a eu deux hivers quand même assez humides.
On a eu quand même des sécheresses, fortes sécheresses. On a eu 2020, 2022. 2022, on s'est tapé 3 canicules, une canicule par mois. Donc à plus de 45 degrés, donc on le voit bien. Et sur les cycles, en fait, l'herbe pousse un peu plus l'hiver, un peu moins l'été. En fait, les saisons, on a l'impression qu'elles s'inversent un peu. Du coup, c'est pour ça qu'on arrive à faire pâturer les vaches jusqu'à Noël. Une année, on a été jusqu'à mi-janvier et elles sont ressorties début mars, donc en fait, même pas un mois et demi, quoi. Et aussi, le blé, on les moissonne. Quand je regarde les cahiers de plaine de mon grand-père ou de mon père, c'était 10-15 août. Maintenant, des fois au 20 juillet, on a fini, quoi. Donc il y a presque un mois de décalage. Donc en fait, sur cette année 2024, donc, on a eu une mauvaise récolte de céréales. On a eu une très bonne récolte d'herbe, parce qu'en fait, comme il y a eu beaucoup d'eau, il y a eu de l'herbe toute l'année. C'était assez éprouvant pour nous, parce qu'en fait, il y a eu peu de soleil et beaucoup de pluie. Et du coup, les fenêtres météo étaient très courtes. Et il fallait être présent à tel moment, vraiment, quand il y avait du soleil pour semer. Et là, on a fait une très bonne année. Donc ça allait. La moyenne est bonne, même très bonne. On a fait une très bonne année cette année. Ouais, c'était quand même une année assez fatigante mentalement, parce qu'on savait ce qu'il faut y aller pour le foin, est-ce qu'on y va, on regarde la météo, puis finalement il se met à pleuvoir 2 jours après. Donc d'urgence, on fait autre chose. Oui, c'était compliqué, mais on a réussi à s'en sortir quand même. Dans l'Eure comme ailleurs, des agricultrices et des agriculteurs innovent, se forment, s'adaptent. Avec passion, ils s'engagent pas à pas dans une transition agroécologique indispensable. À nous, décideurs, citoyens, consommateurs, de les accompagner dans ce mouvement pour construire à notre échelle l'alimentation de demain.